Bonjour à tous et bienvenue sur ce live Twitch. Toute l'équipe des bibliothécaires de Valence Roman Aglo vous souhaite la bienvenue. C'est un live Twitch qui se fait en direct de l'IND qui nous accueille aujourd'hui. Ils peuvent applaudir puisqu'en fait ils sont nombreux ici. Nous sommes en direct de l'IND donc pour une émission spéciale Japon. Au début c'était Asie, mais on a préféré se concentrer sur le Japon parce qu'ils ont fait des semaines sur l'Asie. Et l'Asie forcément ça aurait été plein de sujets, ça aurait été la Corée, ça aurait été quoi, Sumatra, Taïwan, Hong Kong, etc. Ben non! Nous allons faire uniquement sur le Japon, après avoir fait une émission sur voyager au Japon, une autre sur la cuisine japonaise et d'autres d'ailleurs sur les animés, sur les mangas, toute culture japonaise confondue. On s'est dit que nous allions faire une émission où l'on retrouverait un petit peu de tout, sauf de la cuisine a priori. Et pour animer cette émission, nous aurons plusieurs animateurs et animatrices, chacun avec un peu sa spécialité. Il y aura Caroline, spécialiste en langue japonaise, elle sera là dans 2 secondes, pour vous donner quelques notions, quelques rudiments en tout cas de cette langue, et découvrir un peu comment cette langue nous fait découvrir, nous permet d'appréhender la culture de ce pays magnifique qui est un pays insulaire. Est-ce que ça aura un rapport? J'en sais rien, je suis en train de dire n'importe quoi. Christophe et Elodie feront un point d'actu sur les animés et sur les films. Les films à sortir, c'est vraiment l'actu. Évidemment, il y aura un quiz avec le public et les viewers sur le chat quasiment à chaque fin de partie. Et à la toute fin, nous aurons aussi Mathilde qui nous parlera du cosplay, ce qu'elle maîtrise très bien et qu'elle avait déjà très bien présenté dans une précédente émission. Bon, vous connaissez maintenant le déroulement de cette soirée. N'oubliez pas de nous suivre sur Insta et de vous abonner à la chaîne YouTube si vous n'arrivez pas à suivre cette émission en entier. N'hésitez pas non plus à réagir, à participer sur le chat ou dans la salle. Nos modérateurs sont là. Ce soir, nous avons Marie-Jo derrière les platines. Merci Marie-Jo. Tandis que Romain et Louis seront à la technique, comme je le disais en début d'émission. Mais vous pouvez les applaudir. Nous sommes en direct de l'IND et nous avons un public en délire. Ah ouais. Pas mal. Presque 1000 personnes, hein, voilà. Mais on tournera pas la caméra pour pas que vous vérifiez. Est-ce que vous êtes là? Donc le cher public est là. Je rappelle que durant l'émission, vous pouvez poser des questions et réagir. Alors Caroline, merci de nous rejoindre sur le plateau. Enfin, tu me rejoindras une fois que je serai parti. Tu vas nous parler de langue japonaise. Forcément, ça peut être pratique pour partir au Japon, faire connaissance et pénétrer un peu la culture de ce pays du soleil levant. Vas-y, viens. Allez, on commence. On commence. Un petit temps d'installation avec Christophe. Eh bien, Bonsoir. bonjour. Konbanwa, Christophe-san. O genki desu ka? Genki desu. Alors, parle de ton parcours plutôt. Ah, de mon parcours. En tant qu'apprenante de la langue japonaise. C'est ça. Alors, j'ai commencé à apprendre parce que je suis allée au Japon plusieurs fois. Et que c'est vrai que quand on parle vraiment pas du tout une langue, c'est quand même pas facile de se repérer, même si au Japon, il y a beaucoup de choses qui sont écrites en anglais. Donc on peut quand même se dépatouiller. Mais c'est toujours sympa pour faire connaissance et discuter un petit peu, de parler un peu la langue. Donc j'ai pu apprendre le japonais ici sur Valence dans une MPT, où j'avais ma première professeure qui était une Française, comme ma deuxième d'ailleurs. Qui a vécu très longtemps au Japon, puisqu'elle était mariée avec un Japonais. Donc j'ai fait 3-4 ans avec elle, mais à raison d'1 heure, 1 heure et demie par semaine, donc c'est pas, on apprend quand même pas vite, voilà. Ensuite, il y a eu un petit creux sans professeur, puisqu'elle est partie dans une autre région. Et ensuite, j'ai eu une autre professeure qui est toujours dans la région, donc pour ceux que ça intéresse, ils veulent apprendre le japonais, elle s'appelle Santiane Van Elstand, elle est sur la Roche de Glun. Et donc, j'ai appris aussi à raison d'1 heure, 1 heure et demie par semaine avec elle, mais ça fait au moins 5 ans que j'ai arrêté, donc je ne pratique plus trop, donc je suis un petit peu rouillée, voilà. Donc, comment tu évalues ton niveau aujourd'hui? Tu serais capable de comprendre un peu Alors, oui, je comprends un peu, je peux faire quelques phrases. Après, le problème, ce qu'on oublie très vite, c'est évidemment le vocabulaire, quand on ne pratique pas. Et la chose que moi, je trouve la plus dure, ce sont les kanji, donc les idéogrammes à retenir. Voilà. Parce que même si on les sait à un moment, si on ne les lit pas régulièrement, on les oublie. Bah oui, effectivement, c'est peut-être le plus gros morceau dans l'apprentissage du japonais. Alors, il y a pas... Oui, à l'écrit, oui. Est-ce que donc tu veux peut-être nous parler un peu du système d'écriture ou tu Alors d'abord juste pour dire que nous on a une langue, on fait partie des langues latines, mais le japonais en soi, enfin les langues
japonisante, c'est un ensemble. Il n'y a que eux, en fait. Le japonais, les petits dialectes locaux. Enfin, peut-être que vous avez vu dans certains animés, ils disent haho au lieu de baka, parce que c'est ce qu'on appelle le Kansai-ben, donc le dialecte du Kansai, d'Osaka, donc plutôt le sud du Japon. Mais il y a des dialectes dans toutes les régions du Japon. Mais on va dire que la langue japonaise, voilà, l'île du Japon. Et il y a aussi les îles d'Okinawa, qui avant s'appelaient les îles Ryukyu, qui était un royaume à part et qui ont donc un petit dialecte particulier. Oui, il y a peut-être plus une influence du continent. Peut-être de la Chine, alors je ne connais pas le dialecte du Ryukyu. Voilà, c'est possible. Même en termes culturels, les habits, l'architecture est un peu différente. Oui, c'est un peu différent. C'est vrai que c'est un mixte de chinois ancien, peut-être. Mais oui, donc effectivement, la langue japonaise, elle ne retrouve pas de cousins, on va dire, hors du Japon. Hors du Japon, voilà, c'est ça. Alors, il y a quelques petits points communs avec le coréen, parce que notamment dans la façon de faire les phrases. Alors, moi, j'ai fait du latin il y a très très longtemps, mais je crois que peut-être l'allemand, c'est pareil, mais je ne parle pas du tout un mot d'allemand. Le verbe se trouve toujours à la fin de la phrase. Est-ce qu'il y en a qui parlent allemand dans la salle ou pas? Personne ne fait allemand, donc on ne pourra pas me confirmer si c'est comme ça. Si, c'est ça, Mathilde, ok. Donc, le verbe est en fin de phrase, ça veut dire que le sujet arrive en premier, le complément en deuxième et le verbe toujours à la fin. Donc, c'est une mécanique à prendre dans sa tête pour construire les phrases. Mais finalement, c'est peut-être pas le plus dur. Une fois qu'on a pris l'habitude, ça va. Il y a autre chose qui est un petit peu particulier, c'est ce qu'on appelle ça une langue agglutinante, c'est-à-dire qu'il va y avoir un mot et ensuite on va rajouter des choses à la fin du mot pour changer la signification. Ou pour dire monsieur, madame, par exemple. Vous avez sans doute entendu aussi dans les animés Christophe-san, ou alors Christophe-kun. C'est ça, c'est la partie. Christophe-sama, ou Christophe-sensei. Voilà. Donc tout ce qu'on rajoute à la fin. Oui, voilà. Merci Louis, coucou à la caméra. C'est très dur, hein. On n'a pas l'habitude, on n'est pas des professionnels. Voilà, donc ça c'est pour beaucoup de mots c'est la fin qui change en fait. Voilà. Alors, il faut savoir quand même que l'écriture japonaise, au départ, elle n'existait pas. C'était une langue qui était parlée qu'à l'oral. Et l'écriture n'est arrivée qu'au IVe siècle avec des moines bouddhistes chinois. Et c'est pour ça, du coup, qu'on utilise des caractères qui viennent de Chine, même s'ils ont été un petit peu modifiés, voilà, les idéogrammes, pour écrire en partie la langue japonaise. Mais malheureusement, il n'y a pas qu'un seul système d'écriture du japonais. Alors déjà, peut-être expliquer ce que c'est des idéogrammes. En fait, les idéogrammes, il faut voir ça comme des dessins qui représentent un mot, un verbe, quelque chose. Donc, c'est pas un mot comme on peut avoir en français, on va avoir des lettres à l'intérieur et on va les lire pour prononcer le mot. Là, un idéogramme, c'est un dessin. Pour faire Par exemple, on va prendre cet exemple-là. Ouais. Le premier idéogramme qu'il y a là, à votre avis, ça représente quoi? Sachant qu'on dit que le Japon, c'est le pays du soleil levant. Là, je donne un énorme indice. Une fenêtre. Une fenêtre, non. Une porte. Pays du soleil levant. Non, personne n'a d'idée là dans la salle? Alors, arrête. Donc, que le soleil est carré au Japon. Eh ben, dans les idéogrammes, le soleil est carré. Au départ, c'était un rond avec un point au milieu. Et les idéogrammes ont aussi évolué dans le temps. Donc, ils sont déformés au fil du temps. Et à la fin, le soleil, c'est devenu ça. On dit donc ni. Le deuxième, je ne vais pas vous demander ce que c'est les racines, les origines. On dit hon. Donc, nihon, en fait, c'est le mot pour Japon en japonais. Et le dernier idéogramme, donc là, c'est des bouches qui parlent. Enfin bon, c'est beaucoup plus compliqué, on ne va pas le détailler. Ça se dit go, et donc c'est le suffixe pour la langue. Donc nihongo, c'est japonais, la langue japonaise. Et si on dit fransugo, c'est... Voilà, vous voyez, c'est pas si compliqué. Maîtriser. Donc voilà, en fait, dans les symboles, il faut vraiment comprendre qu'il n'y a pas de lettres ou c'est juste des dessins. Pour faire un parallèle, c'est un peu comme des emojis. Ouais, les emojis de la montagne, c'est un dessin d'une montagne. Ah bah. Et donc vous pensez à montagne. C'est ça. Voilà. Mais c'est pas écrit montagne à l'intérieur. C'est ça. Et donc la grande difficulté des kanji, c'est qu'il y en a
Énormément, il y en a à peu près plusieurs dizaines de milliers. Et il y en a au moins 3000 à connaître pour bien parler la langue. Dans le cursus scolaire, il faut en apprendre à peu près à 2000 à 3000. Donc ça se fait vraiment tout au long de la scolarité. C'est ça, c'est progressif. Voilà. Et du coup, voilà, c'est... Et alors, non seulement il y en a beaucoup à apprendre, mais il faut surtout apprendre leurs différentes prononciations. C'est ça. Parce que du coup, ils se sont appropriés les kanji, ils ont gardé une prononciation un petit peu chinoise, mais ils en ont rajouté une qui est japonaise. En fait, ils ont copié, on va dire, le symbole. Ils ont collé leurs mots à eux. C'est ça. Par exemple, soleil, c'est... Hi. Hi, voilà. Et ils ont aussi gardé la... Pardon. Ni, oui. Et ils ont gardé aussi la prononciation, même si elle est un peu déformée, du mot en chinois. Alors des fois, il y a même plusieurs prononciations chinoises. Et quand on combine les caractères, des fois on utilise une prononciation et des fois on utilise l'autre. Donc ça, c'est vraiment un truc assez compliqué. Voilà. Ça, c'est parmi les choses les plus difficiles en japonais. Voilà. Et le plus vieux livre japonais, du coup, qui a été écrit, à votre avis, date de quel siècle? Tiens. Essayez de deviner. Faites une tentative. Non, rien. Des réponses sur le chat? Ouais, le chat, je ne sais pas où ils en sont. Parce qu'on a dit donc, que l'écriture n'est pas arrivée avant le 4e siècle. Donc, combien de temps ça a pris pour après écrire un livre? 2 siècles. Ah, pas mal, Jérémy. Alors, on estime le Didu-kanji? Non, c'est après ça, le Didu-kanji. Mais le Kojiki, peut-être vous en avez entendu parler, c'est un livre qui recense les origines du Japon, les mythes. D'accord. Voilà. Et il daterait de 712. Ah oui. Donc il n'y a pas eu de livre avant l'an 712. Ans, voilà, ouais, c'est ça. Donc là, on a parlé des kanji, ouais. Et donc il y a d'autres systèmes d'écriture qui existent au Japon. C'est ça. On en compte 4 si on compte les romaji. Ah oui, on va pas les compter. On parlera tu nous embrouilles. Après. Mais du coup, il y a l'alphabet, les alphabets voilà, ils ont syllabaires. Des syllabaires, voilà. Ce qu'on appelle les kana. Alors, qui sont aussi dérivés quand même du chinois, mais qui ont été beaucoup simplifiés. Voilà, c'est des simplifications des kanji. Voilà, de certains. On ne va pas détailler tout. Là, j'ai juste pris donc les voyelles. Donc, on prononce A, I, OU et O. Donc, le premier, c'est l'hiragana, la première colonne. Il faut savoir qu'en japonais, on écrit en colonne. Et eux, on écrit de gauche à droite. Eux, ils écrivent de droite à gauche. C'est pour ça que si vous lisez des mangas dans le public, vous lisez dans l'autre sens que le sens français. On s'y fait assez bien, non? C'est facile, ouais, voilà. Question d'habitude après. Voilà, on prend vite l'habitude. Et là, c'est... Voilà, donc là, vous avez les hiragana, donc le premier alphabet, entre guillemets. Et ensuite, dérivé de celui-là, hop, on en a créé un autre pour les mots d'origine étrangère. Dont le chinois à la base. Donc par exemple, quand télévision, quand ils veulent écrire télébi pour télévision, konbini pour les petites supérettes, les prénoms étrangers, voilà, les pays, voilà. Donc A, I, OU et O. Vous voyez par exemple que le OU, il se ressemble beaucoup entre les deux alphabets. On va dire que c'est un alphabet un peu plus, plus symétrique, avec des traits plus marqués. Voilà. Mais c'est, on va dire, il n'y a pas de différence, il y a les mêmes lettres entre les deux alphabets, c'est juste qu'ils s'écrivent différemment, un peu comme nous on peut avoir l'alphabet majuscule et minuscule. C'est à peu près, on va dire ça, sauf que c'est les mêmes lettres en plus gros, tandis que là c'est d'autres caractères. Voilà. Donc c'est assez... la prononciation, donc en japonais, c'est une des choses les plus faciles. Enfin, à mon avis. Il n'y a pas de son compliqué. Non, parce que même s'il y a des sons qu'on n'a pas trop dans la langue française, on arrive à les faire assez facilement, comme kiu, kyo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? N, un peu nasal. Mais sinon, c'est A, I, U, E, O, Kakiku, Keko, Sashisu, Seso, Mamimu, Memo, Papipou, Pepo. Enfin, vous voyez le style. Babibou, Bebo, Rarirurero. Alors, la difficulté, c'est peut-être le R, qui n'est pas un R comme chez nous. Voilà, qui se situe un peu entre le R et le L. Voilà, c'est un R un peu rouré, avec la langue. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On a parlé tout à l'heure. Souvent, on fait l'erreur. Je vais un truc.
Sur les syllabes en S. Oui, parce que c'est vrai que contrairement, parce qu'en fait les gens on a tendance à appliquer les règles de la langue française sur des mots japonais. Et par exemple les syllabes en S, nous en français quand la syllabe est au milieu du mot, on va la prononcer comme un Z, comme maison. Maison, ouais. En japonais, quand vous voyez un S, ça sera toujours prononcé comme un S. Donc la soupe miso, Osaka, Sasuke, tout ça. En fait, c'est assez simple, il ne faut pas trop se poser de questions. Vous voyez un S, vous prononcez S, ou un M, vous prononcez M. Il y a juste ce chi aussi. Ouais, donc S, H, ça se prononce chi. Par contre, si vous voyez CH, chez nous on dira chi. Par contre, en japonais, ils diront chi. Voilà, c'est à peu près les seules difficultés que je vois. Et après, il y a le H qui est un peu prononcé. Voilà, à part ça. Le H, il faut l'aspirer. C'est un peu comme en anglais. Donc, qu'est-ce qu'on a comme exemple? Takehiko Inoue, voilà. On aspire le H. Qu'est-ce qu'on a oublié? Rien, hein? Non, je crois que ça va. Est-ce que vous avez des questions dans le public? Non? Je crois qu'on vous a affiché l'alphabet tout à l'heure. Enfin, voilà, je ne vois pas ce qui s'affiche, mais quand on en a parlé, je suppose. Alors, on a vu les G, les syllabes en G. Ah oui, ça toujours prononce ga. Comme gâteau. Jamais comme un jeu. Voilà. Bah, il y a le J pour faire le J. Voilà. Et qui se prononce plus comme un J. Ouais. Voilà. Ça, c'est la prononciation, les alphabets. Donc ça, c'est un truc à retenir. Mais pour parler, vous n'en aurez pas forcément besoin. Vous pouvez apprendre juste des phrases. Hein. Tout à l'heure, on a parlé d'une application qui s'appelle Rosetta Stone, mais je pense qu'il y en a d'autres où vous apprenez juste avec des phrases à l'oral. Vous n'apprenez pas à la lecture. On peut se débrouiller déjà avec ça, mais on verra ça tout à l'heure dans la deuxième partie, où il y aura quelques petites phrases que vous avez peut-être déjà entendues. Ça me permet d'enchaîner avec en quoi je trouve le japonais assez facile par rapport au français. Donc on a dit que la prononciation, c'était pas trop compliqué, j'ai 2-3 petites règles particulières. Mais il y a aussi quelque chose de très très bien, c'est les conjugaisons des verbes. Alors, explique-nous ça. Non, je ne connais justement, il n'y a rien à conjuguer, c'est très pratique. Il y a une forme au présent, une forme au futur, une forme au passé, et basta. Je mange, tu manges, il mange, nous mange, vous mange, il mange. Et voilà, c'est réglé. Bien plus pratique que chez nous, on est d'accord. On n'accorde pas le verbe au sujet. Et puis les adjectifs d'ailleurs aussi c'est pareil, ils n'ont qu'une seule forme. Donc une fois qu'on connaît un adjectif, eh ben, il ne bouge jamais. Il ne s'accorde pas au pluriel, au féminin et toutes ces choses-là. En genre et en nombre. Donc ça c'est bien pratique, hein, j'ai envie de dire. Par contre, donc, il y a quand même des points un petit peu plus compliqués que le français. Enfin, c'est plutôt une habitude à prendre. Donc on a dit les kanji, c'est quand même un gros point. Très souvent, dans les méthodes pour apprendre le japonais, on ne fait pas apprendre les kanji au début. Et je pense que c'est une erreur. C'est ce que j'ai entendu aussi. Ouais. C'est bien de commencer par les kanji. En fait, on en apprend très peu parce qu'il y a des essentiels, et on apprend le mot en kana. Mais finalement, c'est plus compliqué de faire comme ça et d'apprendre les kanji qui correspondent à ces mots-là. Même si c'est des kanji difficiles, je trouve que pour l'œil et pour retenir ne serait-ce que la forme et les significations, c'est bien d'apprendre directement le mot en kanji. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si on n'apprend que en kana, il y a beaucoup d'homophones, du coup des mots qui se prononcent exactement de la même manière, mais qui ont des sens différents. Et du coup, ça, vous ne pouvez pas le voir quand vous l'apprenez avec des kanas. Alors, s'il y a les kanji, là, il y a les kanji pour savoir. Exactement. Il y a hana, par exemple. Hana, je crois que ça veut dire le nez et ça veut dire aussi la fleur. Mais si vous apprenez pas le kanji, vous ne serez pas capable de différencier de quoi on tout de suite. Voilà. Il y a une autre chose qui est assez compliquée et qu'on peut voir dans pas mal d'animés, de films et tout, c'est les formes de politesse. Tout à l'heure, je t'ai appelé Christophe San ou Christophe Kun. On appelle ça le keigo. Et il y a plusieurs formes de politesse dans la langue. Il y a la langue, on va dire, neutre, poli, normale. Je ne sais pas comment dire ça, c'est assez dur à expliquer. C'est ni votre chef. C'est ni ultra poli, ni familier. Voilà, c'est quelqu'un que vous connaissez, par exemple, vous venez de la rencontrer dans la rue. Voilà, donc c'est ce que vous utiliserez si vous voyagez, vous parlez avec ce niveau de langage-là. Mais après, si vous connaissez bien les gens, il y a une forme très familière. Et donc là, je t'appelle Christophe Kun, parce que Kun, c'est
un suffixe familier. Mais si je veux te parler en forme plus polie, je t'appelle Christophe-san parce que ça veut dire monsieur, c'est un peu plus poli, quoi. Voilà. Et si je veux te parler de forme très très polie, parce qu'il y a des formes encore supérieures, je t'appellerai Christophe-sama. C'est ça. Voilà. Ou sensei pour un professeur. Ou sensei pour les profs. Enfin, il y a plein de niveaux comme ça, mais il faut savoir que quand on voyage, si on se contente de la forme neutre ordinaire, ça passe très très bien, vous n'avez pas besoin d'en savoir guère plus. Voilà. D'ailleurs, oui, Jérémy, il y a une question. On a une question sur le chat, est-ce qu'il faut lire en vertical? Alors, au Japon, du coup, ils utilisent plein de sens d'écriture, finalement, mais des fois, ils utilisent l'horizontale. Dans les mangas, c'est écrit, en général, les bulles, elles sont... Alors, les livres, tous les livres, voilà, et les mangas, c'est en vertical, ouais. Mais par contre, si vous allez dans la rue, ça sera écrit à l'horizontale. Voilà, ou dans les gares, voilà, c'est dans ce sens-là, quoi. Oui, parce que... Dans les lieux touristiques aussi, je pense, pas mal. Voilà. Mais il y a beaucoup d'anglais, donc il ne faut pas paniquer si vous n'arrivez pas à reconnaître les mots. Et surtout, c'est écrit en romaji, comme on le disait. Et alors, le romaji, du coup, tu n'as pas expliqué ce que c'était? Le romaji, c'est tout simplement la transposition des mots phonétiquement. Je peux te mettre un peu la langue dans l'oreille. Okay. Ah, on est de retour, chers amis. Mais je ne sais plus du tout où on en était. Ah oui, on en était aux omissions de sujets. Oui, donc comment on fait pour, justement, tu prends l'exemple de, on ne met pas le sujet, mange une pomme, comment c'est tout dans le contexte. Soit je suis toute seule, donc si je dis mange une pomme, on sait que c'est moi qui mange la pomme. Si on est 10 personnes, mais qu'il n'y en a qu'une qui mange une pomme et que je dis mange une pomme... on sait que c'est la personne qui mange la pomme, tu vois. Okay. Et des fois, justement, on n'y arrive pas à comprendre parce que dans certaines traductions... Du coup, dans les romans, ils vont contextualiser avant, ils vont... sans doute. Je n'ai pas lu les romans en japonais total et je pense que du coup, c'est très compliqué de traduire en effet du japonais. Pour cette raison-là, parce que... Et même, j'ai fait des traductions de chansons. Ah. Et du coup, c'est pareil, qui parle, la fille, le garçon, des chansons d'amour, franchement, c'était assez compliqué, quoi. J'imagine. Voilà. Alors qu'on a traduit des contes, là, c'est un peu plus facile, parce que tu as un contexte, une histoire, tu arrives à retrouver les personnages, mais dès que c'est un peu poétique,
ou justement très écrit comme dans la littérature, c'est pas évident du tout. Et on peut faire du coup pas mal d'erreurs de contresens, quoi. Voilà. Et une dernière chose qui est assez difficile en japonais, mais je pense que c'est pareil en chinois, parce que ça vient du chinois, et je sais qu'en coréen c'est un peu la même chose, c'est la façon de compter. Alors bien sûr, il y a les chiffres, on peut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais en fait quand vous comptez quelque chose, il faut rajouter quelque chose derrière, justement, un suffixe. Par exemple, si je veux compter des objets plats, comme des tickets de métro, il faut dire maille. Mais si je veux compter des choses minces et longues comme un stylo, il faut dire hon. Si je veux compter l'âge, il faut dire sai. Si je veux compter des personnes, il faut dire nin. Et là, j'en ai dit que 4, mais il y en a à peu près 200. Des petits escargots ronds, je crois que c'est go, etc. Oui, et donc, on rajoute toujours le nombre. Oui, mais il y a quand même les chiffres de base qui se contractent d'une façon ou d'une autre. Qui se combinent avec ces suffixes. Donc là, c'est très, très compliqué. Alors, il y a quand même une forme à peu près neutre qui peut passer quand on est étranger pour à peu près tout. Dieu merci, ils sont souvent très, très gentils avec nous. Mais quand on ne connaît pas ça, là, c'est la galère, quoi. Il faut vraiment... pour compter les gros animaux, il y a un compteur spécifique. Pour compter les petits animaux, pour compter, voilà, tout n'importe quoi. Les objets cylindriques, les objets longs, les objets plats, les objets... Voilà. C'est très spécifique. Voilà. Et puis, donc, comme j'ai dit, la syntaxe, c'est voilà, la forme des phrases, il faut bien l'avoir en tête, mais ça c'est pas le plus dur, finalement. Voilà. Parfait. Dernière question du public. Alors, le public avait une question, oui, tout à l'heure, pendant la pause technique problématique. Oui, vas-y. Du coup, est-ce que ça existe les mots croisés et comment sont-ils écrits? Alors, on nous pose la question, peut-être on n'a pas entendu, comment est-ce que les mots croisés existent et comment ça marche? J'en ai vu des mots croisés, mais je ne sais pas du tout comment ça marche. Et du coup, comment on fait? On ne sait pas. Je sais pas, si ça part que sur des tanas, je pense que c'est un peu trop facile. Oui, mais comment tu veux remplir des cases s'il n'y a pas de kana et combiner des mots? Parce que ce sont des syllabes, chaque saka, kiku, keko, et il n'y a que comme ça qu'on peut combiner les mots, je pense. Ouais. Comme tu as dit, tu n'assumes pas ta blague, mais ils ont inventé le sudoku à la place. C'est peut-être plus simple de mettre des chiffres. Plus facile, voilà. Il y a des Japonais qui réagissent très mal sur le chat. Il y a des Japonais qui réagissent mal? Comment ça? Expliquez-nous du coup comment ça marche, le système. Ah, le sudoku, la blague. Peut-être que s'il y a des Japonais sur le chat, ils pourront nous dire comment on fait pour les mots croisés. Voilà. Alors, tu as quelques petites peut-être qu'on va passer à la suite. Nous apprendre. Un peu. Alors, soit on fait un quiz maintenant, soit on fait des petites formules. Le temps passe. Quelle heure est-il? Combien de temps nous reste-t-il? 25 minutes. Il reste 25 minutes. Donc on va enchaîner, on va pas faire le quiz tout de suite. Alors peut-être qu'il y a des mots, des expressions que vous connaissez déjà, comment on dit bonjour par exemple dans le public. Ni hao, ça c'est en chinois, mais très bonne prononciation. Tu as bien fait le H aspiré. Non, on dit ohayo gozaimasu ou alors konnichiwa selon le moment de la journée. Ça vous avez peut-être très souvent, un mot qu'on entend beaucoup, itadakimasu. Alors qu'on traduit d'une certaine façon en français, mais qui n'est pas forcément la bonne, justement. Je crois que dans le public, ils ont une idée. Itadakimasu. Ah, bon appétit. Voilà, alors on traduit par bon appétit, mais en réalité, c'est une mauvaise traduction. Parce qu'en fait, itadakimasu, ça veut dire je reçois avec gratitude, je te remercie, je remercie ceux qui ont préparé la nourriture. Mais on peut aussi le dire quand on reçoit un cadeau, par exemple. C'est vraiment quelque chose qu'on dit en remerciement pour quelque chose qu'on reçoit. Et on le dit, voilà. Plus, on peut le dire quand on est tout seul, par exemple. Oui, on peut se le dire quand on mange. Tandis que bon appétit, en général, on se. Alors surtout, c'est pas celui qui prépare qui dit itadakimasu. C'est vraiment que celui qui reçoit la chose, la nourriture ou le cadeau. Voilà. C'est ça. Qu'est-ce qu'on dit très souvent? Ganbatte kudasai, ganbatte. Ganbatte. C'est courage, oui, c'est bien, Jérémy. Il y a aussi gamanshite dans le même style. Qu'est-ce que j'avais d'autre? On était dans le repas. Gochizo-sama deshita. C'est après.
à la fin du repas. C'est pour dire merci pour ce repas, c'était très bon. Vous pouvez le dire aussi au restaurant quand vous allez payer la note. Gochizo sama deshita. Et tout à l'heure, je t'ai demandé « Genki desu ka ?» Christophe. Et tu m'as dit « Genki ». Genki desu. C'est ça, c'est-à-dire comment vas-tu, comment allez-vous. Voilà. Je vais bien. Genki tu vas très bien, parfait. Par contre, tu n'es pas un baka. Eh non, baka. Ça, on l'entend beaucoup dans les animés baka. Et dans les mangas. Vous savez ce que ça veut dire du coup? Oui, alors ça veut dire quoi? Voilà, idiot, imbécile. Bakayaro, Bakayaro, c'est un petit peu moins poli là. Bah, déjà, baka, c'est pas très gentil à dire, mais si tu dis bakayaro, c'est plutôt une insulte. Ouais, c'est ça. Un peu plus. Et des fois, on dit aussi urusei. Urusei. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, urusei? Quand on est dans un contexte où c'est très bruyant, beaucoup trop de bruit, on dit urusei. Mathilde, il y en a qui? La ferme en pas très poli, mais taisez-vous en un peu plus poli. Silence, quoi. S'il vous plaît, silence. Quand on rencontre des gens pour la première fois, que ce soit au travail ou qu'on veut construire une relation avec quelqu'un, il y a une phrase qui ressort très souvent. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu, ça veut dire ravi de vous rencontrer. Alors non, comme ça, pas tout à fait en fait. Ça veut dire je m'en remets à vous, je compte sur vous pour que notre relation se passe bien par la suite. Voilà. Et à la fin de la journée, là tout à l'heure, après notre live Twitch, on va dire Otsukare-sama desu. On a bien travaillé, bravo. Bon, good job. Voilà, c'est la fin de journée, on est tous fatigués. On a bien travaillé. On reconnaît notre fatigue mutuelle et on se félicite d'avoir bien travaillé. Et quand on part, qu'est-ce qu'on dit? On dit au revoir. Sayonara. Sayonara, c'est vraiment un au revoir assez long. Pour être avec des copains, on dit matane. Mata ashita, à demain. Matane, donc à plus tard. À plus tard, voilà. En gros. Et puis, une dernière chose qui peut servir si on veut souhaiter un anniversaire ou quelque chose. Omedetou gozaimasu. Alors, l'anniversaire, otanjobi omedetou gozaimasu. Joyeux anniversaire, bonne fête, félicitations. Voilà. Ben, je crois qu'on a dit l'essentiel. Je crois qu'il faut qu'on passe à la rubrique suivante. Sur le chat, ils avaient beaucoup de bonnes réponses. Ah, très bien le chat. Vous êtes au taquet. Qui regardent peut-être les animés en question. Par rapport aux japonais et aux chinois, est-ce que c'est peut-être compliqué d'apprendre les deux en même temps? Est-ce que ça... Alors du coup, oui, parce que les kanji n'ont pas forcément, attention, maintenant les mêmes significations, vu que les japonais ont adapté, hein, quand même. C'est juste les idéogrammes. Et je ne connais pas la grammaire chinoise, donc je ne peux pas dire... Les idéogrammes veulent dire la même chose, c'est juste qu'ils ne vont pas avoir des... Ah bah il y en a quand même qui ont changé de signification, qui ont changé de forme et aussi de signification un petit peu en japonais. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sont quand même encore semblables, mais en chinois c'est que ça, donc c'est encore plus dur, je dirais. Qui existe. Voilà. Tout ce qu'on peut dire pour l'instant. C'est ça. Merci. Alors je laisse la place à ma remplaçante. La rubrique suivante. Il va falloir bien applaudir parce qu'elle a le trac. Avec Elodie. Et bonjour à tous. Donc on va parler un petit peu d'animés, de séries et de films. Avec toi, on va un peu revenir sur la projection qu'il y a eu pour le final Mangavore. Donc il y avait eu en clôture de cette journée-là la projection au Train Cinéma du film The First Slam Dunk que tu allais voir. Et que j'ai vraiment vivement apprécié. Donc c'est un film qui est de Takehiko, je le prononce bien, sinon je vais me faire taper sur les doigts. À prononcer le H. Inoue, le créateur du manga donc original et fortement apprécié comme manga par ma collègue Caroline. Il est génial! Voilà, donc le manga Slam Dunk est génial et les deux mangas Vagabond et Reel sont géniaux aussi. Encore mieux que celui-ci. Donc dans le film, on suit vraiment les aventures plutôt de Ryota Miyagi, qui donc est un des joueurs de basket du lycée Sohoku, non du lycée Sano, pardon. Non, je me trompe. C'est du lycée Sohoku et qui affronte le lycée Sano. Donc c'est une équipe qui est redoutable du pays. Et on enchaîne entre les flashbacks et ensuite plutôt l'histoire donc de Miyazaki. Et ensuite on va dire le match. Mais ça se passe pas très très bien au début parce qu'on est vraiment sur son enfance.
Donc on est sur une enfance qui est partagée entre lui, entre quelqu'un d'autre. Et après, on revient sur le match. Donc au début, c'est un petit peu brouillon. Par contre, une fois que l'on enchaîne avec la musique, que l'on enchaîne avec les scènes, c'est vraiment des graphismes auxquels il faut s'habituer, puisque le manga papier, lui, est de 90. Donc on n'est pas sur les mêmes graphismes. Il y avait eu un premier film, je ne me souviens plus si c'était fin 90 ou début 2000. Il y a eu un animé aussi. Oui, il y a eu un animé, le manga papier, c'est là que les graphismes jouent beaucoup. C'est que justement, dans les points faibles, on va dire, du film, c'est le rythme qui est inégal, l'adaptation qui est nécessaire, parce que c'est les nouvelles techniques d'animation, il y a de nouvelles choses au niveau sonore, donc c'est des rebondissements. Par contre, ce qui est très bien fait et souligné aussi par mes collègues, c'est que quand il y a des mouvements avec le ballon de basket qui rebondit, ça rythme toute la séance du film, qui est incroyable. Pour faire, on va dire, les points forts, on est sur une animation qui est exceptionnelle, des personnages qui sont approfondis, c'est un regard qui est très personnel, c'est quelque chose d'émouvant. On est sur un personnage qui est blessé, sur un personnage qui veut donner vraiment de la force et de l'importance au sport. Et ça m'a beaucoup touchée. La bande sonore, il faut aimer vraiment la musique qui balance. Ensuite, pour la comparaison avec l'animé, donc on n'est pas sur les mêmes graphismes, on n'est pas du tout sur la même lumière, sur la même ambiance. Et pour ceux qui ont vu l'animé, donc le premier des années 90, on est sur beaucoup d'humour. Donc il se fait souvent assommer, ils se taquinent entre eux. Là, c'est vraiment un sujet qui est très sérieux. Et plutôt vers la fin du film, on va rebondir sur quelques allusions à la première série. Et petite question, moi je ne l'ai pas vu. Est-ce que du coup ce film-là, il adapte un segment particulier de l'animé et du manga ou c'est... Pas du tout. Un... Il tourne vraiment autour d'un match de basket où ils s'affrontent donc dans les deux lycées. Et c'est vraiment quelque chose qui est très vivant, c'est quelque chose qui demande du rebondissement. Et c'est entrecoupé de beaucoup de flashbacks. Au début de donc, notre personnage principal de Ryota Miyagi et ensuite d'autres personnages de l'équipe. D'accord. Et plus le rythme s'accélère, plus la musique s'accélère et on en apprend de plus en plus. Donc les émotions se bousculent en fonction de la musique. Moi, je pense qu'il n'y a en effet qu'une seule partie du manga parce qu'il est très 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 long. Il est extrêmement long, que ce soit en manga papier ou en animé. Vraiment. Si je ne me trompe pas, il y a environ 200 épisodes. Donc c'est vraiment un rythme qui est très très long. Et pour donner vraiment mon avis, donc j'ai adoré ce film parce que j'avais aimé la série papier, que j'ai pas tout fini parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. La série animée des années 90, je l'avais pas spécialement regardée. Par contre, ce film, je le conseille à tout le monde, à ceux qui sont fans de basket, à ceux qui aiment les histoires qui sont émouvantes et évidemment aux fans. Donc on peut le regarder même si on ne connaît pas du tout Slam Dunk à la base, quoi. Ah, tout à fait. Je ne suis pas spécialement fan de sport et pourtant j'ai aimé ce film sur le basket. Que ce soit l'auteur du manga qui fasse le film lui-même. Oui, il est réalisateur du film, c'est exactement ça. Soit le mangaka original. C'est pour ça qu'il ne poursuit plus ses autres séries, malheureusement. Oui, aux grandes dames de notre collègue. Sa série préférée, c'est Vagabond. Donc vraiment, on a réussi à capter l'essence du manga tout en apportant quelque chose de nouveau et de profond. Mais à la rigueur, ça peut manquer au niveau de l'humour pour ceux qui connaissaient la série des années 90. Gros coup de cœur pour ce film, que j'invite évidemment Christophe à aller voir. Ben oui, je le regarderai à l'occasion. Je n'ai pas pu le voir le final du manga parce que je veux ranger le matériel, donc voilà, on ne peut pas tout faire. Exactement. Et sur le chat, je suis sûre qu'il y en a qui étaient présents dans la salle du final Mangavore. Il y en a peut-être. Oui. Oui, j'étais avec elle, c'est pour ça que je me souviens. Sa maman empruntera le DVD prochainement. Voilà. Parce que oui, le DVD sort cet été, je crois. Donc il est déjà disponible apparemment via les réseaux de Jérémy. Voilà. C'est un film de 2022 qui a été ressorti. Qui est ressorti pour cette journée-là. Donc n'hésitez pas à l'emprunter dans le réseau des médiathèques. C'est une expérience visuelle saisissante et émouvante. Vraiment. Parfait. Merci beaucoup Élodie pour cette critique du film. Donc moi j'ai un peu enchaîné, j'ai parlé un petit peu des actualités en termes de séries animées et de films animés qui sont soit qui viennent de sortir, soit qui vont bientôt sortir. Donc j'ai commencé par les séries. Donc vient de sortir en ce mois d'avril dernier la série Windbreaker, que vous connaissez sûrement si vous avez participé au prix Mangavore de cette année, puisqu'il était dans la sélection. Il n'a pas gagné, hein, c'est pas lui qui a gagné. Donc voilà, l'anime a commencé sur Crunchyroll
en avril, donc c'est toujours en cours de diffusion, je crois. Donc qui adapte voilà, le manga du même nom que tu avais lu. Oui, que j'ai lu et apprécié. Donc grosso modo, c'est une histoire d'un lycéen qui intègre un nouveau lycée, justement, qui est un peu réputé qui a une très mauvaise réputation. Et il y a voilà, toute une rivalité, une camaraderie qui va un peu s'installer. C'est vraiment l'histoire d'une amitié, justement, qui est basée sur la compétition. C'est ça. Donc voilà, ça c'est déjà sorti, c'est toujours en cours de diffusion. Il y a aussi l'animé même genre qui est pas même genre mais qui est sorti aussi au mois d'avril, c'est Kaiju Number 8, donc qui a un gros succès en ce moment, donc qui adapte le manga qui est en 12 volumes actuellement, je crois, publié en France, qu'on a sur le réseau des médiathèques. Donc là voilà, c'est donc du style kaiju, donc avec des monstres géants. Je n'ai pas du tout lu le manga, donc je ne sais pas trop quoi en penser. Je ne sais pas si vous en avez lu dans le public ou dans le chat. Le public a pas lu ? Les enfants le lisent. Voilà, en tout cas, c'est un gros succès, hein, kaiju en librairie, quoi, en livre et en animé. Donc ça démarre assez fort. Autre série que j'ai pas mis en illustration, Romain, ne t'inquiète pas, parce que ça vient d'être diffusé, ça commence à être diffusé sur France 2, je crois. C'est la série live, pour le coup, Les Gouttes de Dieu, qui adapte voilà, le manga pareil du même nom, qui là se passe dans un univers de vin. Voilà, c'est un héritage de vin dont hérite un des personnages. Et il y a une rivalité là, pareil, avec un autre. Voilà, sur qui va récolter cet héritage-là. C'est un bon moyen de faire regarder des adaptations de manga à vos parents. Voilà, c'est surtout la seule, non ? Parce que c'est exceptionnel qu'un manga soit adapté. Voilà, c'est une série franco-américano-japonaise. Oui. Voilà. Et du coup, c'est un bon moyen, parce que c'est du coup actuellement diffusé, donc vous pouvez. Il y a les replays, c'est diffusé, je crois, en début de semaine, je crois. Oui, si c'était diffusé hier soir. Les trois premiers épisodes hier soir. Oui. Voilà pour les séries du moment. Je vais parler un peu des séries qui vont sortir d'ici la fin de l'année. Je vais sortir un peu de l'univers normalement du manga. Je vais parler d'un peu de super-héros, parce que c'est une adaptation en animé d'une licence de super-héros qui est Suicide Squad Isekai. Donc, qui est un nouvel animé qui devrait arriver cet été au Japon pour l'instant. Donc, ce sera peut-être diffusé en fin d'année en France. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Suicide Squad, c'est l'univers DC Comics, donc, où c'est une équipe de super méchants qui sont recrutés contre leur gré par le gouvernement. Et là, donc, on marie ça avec le Isekai. Donc, le Isekai, c'est un genre où on a un ou des personnages qui voyagent dans un monde totalement différent, ça peut être un monde parallèle, etc. Et donc là, la Suicide Squad est envoyée dans un monde médiéval fantastique. Et ils vont devoir remplir une mission. Donc, à voir. Visuellement, c'est spécial de voir le Joker en version animée. C'est particulier. Mais c'est pas la première fois qu'on a une adaptation japonaise en fait, de super-héros DC Comics. Il y a eu des versions de Batman notamment par le Japon, voilà, fait au Japon. Ensuite, adaptation d'un jeu vidéo assez populaire, c'est Genshin Impact, donc qui est un free-to-play en ligne, je crois, oui, action RPG à succès, et qui devrait arriver. Voilà, ça a été annoncé il n'y a pas très longtemps en animé. Ça sera fait par le studio qui s'occupe actuellement de Demon Slayer, pardon, j'avais oublié. Donc ça peut, voilà. Oui, on a des fans dans le public, parce qu'il y a des personnes qui sont venues en cosplay. On ne pourra pas les voir, mais elles sont venues en cosplay Demon Slayer. Autre chose, un truc pas du tout connu, une nouvelle adaptation de One Piece va arriver, qui va s'appeler The One Piece, et qui va reprendre l'histoire depuis le début. Voilà, ça, dans un style apparemment différent. C'est fait par le studio qui s'occupe actuellement de Spy Family, pour vous donner une idée. Et en fait, cet animé-là, il arrive pour les 25 ans
De l'animé, parce que l'animé a 25 ans, il a débuté en 1999, donc c'est pas jeune. Et donc voilà, ça recommence depuis le début, ça adapte les premiers arcs du manga à succès. On va pas le regarder, non? Alors je sais pas du coup si ça vaudra le coup de regarder cet animé-là. Pour les fans, faire un retour. ils ont bien recommencé en version live, donc pourquoi pas. Au niveau des films maintenant, alors un film déjà sorti, il y a eu récemment adaptation du manga Golden Kamuy, qui avait fait partie du prix Manga Award aussi il y a quelques années de ça, je crois. Donc il est là adapté en film et pas en série. Il y a eu aussi récemment une nouvelle adaptation encore de City Hunter. Oui. Voilà, Nicky Larson pour ceux qui connaissent la VF. Donc différente de l'adaptation française qu'on a eue il y a quelques années. Là, c'est vraiment un nouveau film. D'ailleurs, c'est particulier de l'avoir appelé Nicky Larson. Oui. Parce que voilà, ça se passe au Japon. Oui. Et, Il est sorti quand? il est sorti le mois dernier, quelque chose comme ça. C'est vraiment très récent. Sinon, en film à venir, il y aura Tunnel to Summer. Donc pareil, parmi la sélection Manga Award de cette année. Donc là, en film... on n'a pas l'image. Ah, il y a une minute de décalage. Donc là, tu as lancé le trailer ou... J'ai une image parce qu'il est plus important. D'accord. Donc, ça marche, ok. Donc voilà, pareil, Tunnel to Summer que tu as lu peut-être. Oui, et que j'ai adoré. C'était l'un de mes préférés de la sélection parce que c'est quelque chose qui est très émouvant. On parle d'une personne qui a perdu sa petite sœur. Donc il y a tout le deuil qui se passe autour. Et l'opportunité peut-être de pouvoir retrouver sa sœur parce qu'il existe un tunnel quelque part qui permettrait d'exaucer un vœu. Mais le prix à payer serait qu'à la sortie de ce tunnel, on vieillirait d'un seul coup. Et ça lui fait un petit peu peur, mais en même temps, sa sœur lui manque tellement qu'il est prêt à courir ce risque. Sauf qu'il n'est pas le seul à vouloir saisir cette chance. Puisqu'il est accompagné, c'est ça, d'une jeune fille. Oui, qu'il rencontrera aussi près de ce tunnel. Puisqu'il va y rentrer d'ailleurs dans ce tunnel et il retrouvera la chaussure de sa sœur à l'intérieur. Et quand il en ressort quelques minutes après, il se sera déjà passé une semaine. Bien. Et tout ça se passe dans le premier tome du manga. D'accord. Donc là, voilà, le film, je ne l'ai peut-être pas dit la date, il sortira le 5 juin au cinéma. Est-ce que, voilà, peut-être dans le public, ça vous intéresse d'aller le voir à un moment donné? Ouais. Ils ont l'air emballés. Je pense que c'est un des mangas que je vais aller voir aussi. Qui a aussi pas mal été aimé pendant le prix. Oui. Donc à voir, effectivement. Et surtout, il est fini en 5 tomes, dans mon souvenir, qui est donc une série plus courte. Donc peut-être le film fait toute la série? C'est possible. De manga? C'est possible. Ok. Autre sortie en juin, la série Détective Conan va ressortir encore une fois au cinéma, parce que c'est le... À votre avis, combien il y a eu de films Détective Conan? Sachant que la série a à peu près 30 ans. Il y en a eu beaucoup. 40, je crois. 40? Alors non, pas autant. Il y en a eu 20... Là, c'est le 27e qui va sortir. Quasiment un par an qui sort. C'est énorme. Parce que Détective Conan, surtout au Japon, c'est vraiment extrêmement populaire. Transgénérationnel. Un peu moins peut-être en France, mais voilà, c'est assez populaire, je trouve. En tout cas, de ce que je vois, moi, en bibliothèque, ça sort beaucoup, la série. Du coup, la 27e film, donc avec le retour d'un antagoniste, pour ceux qui connaissent déjà bien Détective Conan, c'est le Kaito Kid qui revient. Du coup. Voilà, donc ça sort le 19 juin, je l'ai dit. Et du coup, pourquoi pas avoir, pour les fans en tout cas. Parce que moi, j'ai pas tout suivi jusqu'à la fin, donc là, il y a beaucoup de personnages que je connais pas. Donc, c'est une histoire originale ou pas? Alors, je pense que c'est maintenant des histoires originales. C'est une histoire originale parce que je pense que le manga, oui, il y a déjà trop de choses. Et ça déjà... L'animé, je crois, il y a plus de 1000 épisodes aussi, je crois. Donc, autant que One Piece. Oui. Donc, parce que voilà, la série elle a jamais arrêté d'être diffusée en fait, hein, donc ça en fait un paquet. Ensuite, autre film, Pompo, The Cinéphile, qui sort lui le 3 juillet, qui est lui un film qui adapte également un manga, pour changer, et qui lui raconte l'histoire, la création en fait d'un film, tout le processus en fait de film, du scénario, ensuite du tournage,
et ensuite du montage, etc. Ça couvre un peu voilà, toute l'histoire d'un film. Donc c'est assez original, voilà, un film sur un film. Et des critiques que j'ai vues, parce qu'apparemment il est déjà sorti il y a quelques années, et là ils le ressortent cette année. Il est assez plutôt... J'ai vu des très bonnes critiques en tout cas sur ce film-là, donc pourquoi pas, voilà, ça fait partie des choses peut-être à aller voir cet été, parmi tout ce que j'ai dit. Il y a d'autres films qui sortiront aussi, qui sont prévus en cours d'année. Il y a notamment un 4e film, My Hero Academia, qui est prévu, voilà, pour les fans. Voilà, j'ai vu tout de suite le regard. Donc il n'y a pas de date pour l'instant, il est même pas encore annoncé réellement au Japon. Mais ça devrait arriver, parce que on a eu, je crois qu'à partir du 3e film qui est sorti en France, en salle. Les 2 autres sont directement sortis en DVD. Et on a les 3 sur le réseau. Eh ben, merci Christophe pour voilà. cette actualité. On va peut-être faire un petit quiz. Tu vas rester un tout petit peu. Ah, il y a une question. Non, des petits quiz. Oui, voilà. Un petit quiz concernant les animés et par rapport peut-être à ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous avez bien écouté. Alors, un rapport peut-être aussi déjà avec la langue. Est-ce que... Et dans le chat? Dans le chat. Bon, c'est assez facile, hein. Animé. Qu'on écrit... Ah, peut-être une réponse? Ouais, c'est une animation avec des personnages. Voilà, donc oui, c'est ça. En fait, ça vient tout simplement... On parlait tout à l'heure de la langue et des mots étrangers importés en japonais. Donc animé, ça vient de animation de l'anglais. Et ils ont raccourci ça, et ça a donné animé, qu'on écrit avec un E. Parce que animation, ça s'écrit avec un A. Non. C'est un peu comme télévision, en fait. Voilà. Donc le terme animé vient de là, c'est pour ça que normalement, il ne faut pas dire anime, quoi. Certaines personnes disent anime. Et on ne met pas d'accent sur le E. Et on ne met pas d'accent sur le E. Voilà, parce que c'est des romaji, techniquement. Donc il n'y a pas d'accent. Bref. Deuxième question. J'ai dit la réponse il y a à peu près 1 minute, je crois. Donc, à votre avis, combien il y a eu de films détectives, quoi, non? Oui. Alors, il y en a eu 26, et là, c'est le 27e qui va sortir. Bravo! Seulement, il y en a 26. Et enfin, autre question facile. En quelle année a débuté l'animé One Piece? Oui. 1999, bravo! Parce que c'est le 25e anniversaire de l'anime. J'ai calculé, je crois qu'il faut 36 jours, non, 15 jours pour regarder One Piece d'affilée, quoi, enchaîner tous les épisodes. S'endormir sans rien faire, quoi. Pour vous donner une idée. Mais dormir pendant longtemps quand même. Voilà, c'était tout pour les questions sur les animés. Et merci merci Christophe. Elodie. Et je sais que la place, ça va coûter. Passer à la dernière partie de ce soir sur le cosplay. Donc avec Mathilde qui est venue en cosplay, donc comme le public qui a été venu en cosplay, on a du Demon Slayer, on voit My Hero Academia, c'est ça, je me trompe pas? Hunter Hunter. Et toi, je sais plus. Promise in Neverland. Bravo. Donc merci d'être venu habillé. Et merci toi, d'avoir joué le jeu. Mathilde, tu es venue en Flora de Pokémon. Donc pour ceux qui connaissent, c'est pas forcément sans doute le cosplay le plus évident, le plus connu, mais c'était pour moi en tout cas le plus simple au début. C'est un bon indice. Voilà. Oui, ça aide un petit peu. Voilà. Pikachu serait encore plus évident, mais bon. Mais c'est pas son Pokémon, voilà, la Flora. c'est ça. Donc, voilà. Donc le cosplay, je sais pas si on a beaucoup de temps, mais on verra. Je pense que vous savez un petit peu du coup dans le public ce que c'est maintenant le cosplay. Ça vient de, étymologiquement parlant, on va dire, de costume et play, qui raccourcit. Donc le verbe jouer au sens théâtral peut-être. Exactement. Et donc le cosplay signifie à travers un maquillage, des postures, un costume, vraiment l'incarnation d'un personnage avec ses mimiques, ses phrases, des petites scénettes comme ça en quelque sorte. Donc c'est un terme qui est né en 84, si je ne dis pas de bêtises, aux États-Unis lors d'une convention
où il y a des fans qui sont venus déguisés dans leur personnage favori. Et là, il y a quelqu'un qui s'est dit « Oh, mais c'est génial !» Et du coup, c'est parti de là. Donc, il y a de nombreux événements qui mettent un petit peu le cosplay en avant, donc notamment à la Japan Expo de Paris. Je ne sais pas si dans le public, vous avez déjà eu l'occasion d'y aller. J'ai entendu parler. Voilà, mais il y a beaucoup de cosplay, ne serait-ce que dans les gens qui se promènent. Et il y a quand même un concours, l'ECG, qui est assez... C'est une compétition européenne, de cosplay. Donc il y a plein de pays qui sont représentés et franchement, c'est des cosplays vraiment, on va dire un stade au-dessus. Le haut de gamme. C'est ça, exactement. Et après, pour plus régionalement parlant, on va dire, il y a le Mangalaxy à Valence, qui cette année a lieu le 14 et 15 septembre. Donc voilà, c'est une date à retenir et n'hésitez pas à y aller. En cosplay, c'est encore mieux. Le cosplay, on pourrait se demander pour qui c'est. Est-ce que tout le monde peut faire du cosplay ? Moi, je pense que oui. Parce que c'est avant tout une passion, donc si vous aimez le manga, si vous aimez l'animé, et même maintenant, on va retrouver beaucoup de personnages de séries, de films, donc on n'est pas obligé de se cantonner, je pense, vraiment à l'aspect Japon et de jeux vidéo. C'est tout univers fictif, en fait, où vous pouvez venir habiller en ces personnages-là. Donc dès que vous aimez, dès que vous avez envie, en fait, je pense qu'il ne faut pas se restreindre, il faut y aller. Oui, après, il y a les capacités à réaliser le costume aussi, qui entrent en jeu. Voilà. Après, il y a parmi les conseils que tu veux. Il y a des choses, effectivement, qui sont bonnes à savoir. Et, donc, justement, comment choisir son cosplay ? Quel personnage on va choisir ? Moi, pour ma part, je choisis souvent un personnage que j'aime et je choisis souvent quand même un peu la facilité. Parce que, moi, je fais mes cosplays parce que je fais la Japan Expo et que c'est en plein été, qui fait très chaud, et qu'il y a beaucoup de monde. Donc en général, je choisis quelque chose qui est léger à porter, qui soit pas... Il y en a qui choisissent des grosses armures. Voilà. Moi, j'aime bien la facilité, la praticité. Donc je fais des petits cosplays, on va dire, en quelque sorte. Après, il y en a qui se lancent. On avait notamment eu l'association Box of Heroes qui était venue. Et il y en a un qui a dit, moi, j'ai commencé par les armures. Ok, si ça vous tente, faut pas hésiter. Je pense qu'il faut choisir quelque chose que vous aimez et que vous avez envie de représenter. Donc après, selon les conventions, on verra différentes choses. Par exemple, à Comic Con, on verra plus des personnages de comics, de séries, de jeux vidéo. La Japan Expo, ce sera beaucoup plus centré sur le Japon, l'Asie, les choses comme ça. Et après, dans un registre un petit peu différent, il y a la convention Yggdrasil à Lyon. Et là, on reprend tout l'univers steampunk. Donc l'univers steampunk, pour vous situer un petit peu, c'est tout ce qui est un petit peu vapeur, rouage, les choses comme ça. Un petit peu, 19e, 18e. Ouais, c'est entre le victorien et le moderne. Donc c'est assez sympa à voir. Et alors, c'est une convention que je n'ai pas encore faite, mais que j'aimerais bien faire. Mais tu as un cosplay J'ai un cosplay steampunk, exactement. Alors, pour information, le cosplay steampunk est totalement acheté. Voilà, on va y revenir après. Parce qu'il y a plusieurs possibilités pour faire son cosplay. On peut acheter l'ensemble des pièces. Donc pour le steampunk, effectivement, j'ai acheté la robe, j'ai acheté le corset. J'ai fait mes bijoux par contre. Et j'ai fait le livre, j'ai rhabillé le livre que j'ai pour en tout cas... T'as fait un accessoire en plus. Pour aller avec. Après, on a ce qu'on... Ah, t'as une question ? Alors, juste une info, comme on parlait de la Japan Expo, il y a Metogakami. Oui. Voilà, cette année, à la Japan Expo, il y aura Yaya Anne, une cosplayeuse professionnelle qui crée aussi des patrons pour des cosplays. D'accord, il y aura une cosplayeuse, donc Yaya Anne, c'est ça, je ne me trompe pas, qui sera là pour l'édition de cette année. Ouais. Alors, ça va être un peu compliqué d'y aller cette année, parce que ça se passe quasiment en même temps que les JO. C'est juste avant, je crois que c'est du 11 au 14 juillet de mémoire. Donc c'est pour ça que tu ne le fais pas, c'est ça? C'est pour ça que cette année, je ne fais pas la Japan Expo, parce qu'entre les prix des appartements, les trains, tout ça, j'ai dit cette année, c'est pas la peine. Et ça me laisse le temps de travailler sur mon prochain cosplay. Voilà. Même si je ne suis pas très douée et que je m'y prends toujours au dernier moment. Je te poserai des questions après. Voilà. Donc pour commencer au niveau du cosplay, un des premiers conseils, je dirais, c'est de commencer par ce qu'on appelle du cosplay placard. Donc le cosplay placard, c'est quoi? C'est de récupérer un petit peu ce qu'on trouve dans nos armoires et de rafistoler, de rapiécer un petit peu tout ça. Donc notamment Flora que j'ai actuellement, c'est totalement du cosplay placard. C'est un t-shirt que j'avais à l'époque. Donc j'ai rajouté la bande de tissu blanche en dessous. Le cycliste, c'est un cycliste que j'avais acheté. Les chaussures, tout est des pièces que j'ai récupérées. Le bonnet, c'est assemblé à partir d'un bonnet de bain. Donc voilà, c'est vraiment du bidouillage. Hein. Donc voilà, le cosplay placard, je pense que tout le monde peut s'y essayer en prenant des petites pièces et puis en essayant de faire quelque chose qui nous fait envie. Après, donc on a dit, il y a l'achat du cosplay. Donc, comme on a là. Voilà, celui qui est à côté. Ce que c'est. On a un magnifique cosplay de l'Attaque des Titans. Après, ce qui peut être intéressant en ayant acheté son cosplay, après, c'est de s'en servir aussi pour peut-être qui nous convient pas totalement. Moi, je me suis acheté une perruque qui, quand elle est arrivée, ne me plaisait pas du tout.
Bon, j'ai essayé de la refaire, je m'y suis très mal prise, du coup c'est encore pire qu'avant. Mais sur le principe, on peut essayer après de les réutiliser comme patron ou quelque chose comme ça et ça peut toujours aider. Oui, mais on peut customiser en plus pour ajouter des détails dessus. Je sais pas si c'est ce que tu prévois, Louis, voilà, parce que c'est le cosplay de Louis. Donc voilà, on peut rajouter toujours plus de détails pour faire de plus en plus fidèle. Exactement. Et l'affiner, quoi. Donc voilà, il y a beaucoup de sites maintenant qui permettent d'acheter de la mousse pour les armures, pour les armes notamment, puisque toutes les armes sont interdites en convention. Donc tout ce qui est mousse, perruque, lentilles, maintenant il y a beaucoup de sites qui permettent de les acheter. On avait une question. Alors, sur le chat, on a 2 réactions. La première, c'est pour rajouter encore une info sur la Japan Expo. Pendant des années, il y avait toute une famille, des petits-enfants, les parents et les grands-parents qui faisaient du cosplay tous ensemble. C'est trop bien, a priori, ils faisaient aussi du Star Wars et des Seigneurs des Anneaux. Ah, chouette. Sinon, je crois que tous ceux qui sont sur le chat kiffent les photos qui viennent d'être diffusées. Merci. Mais du coup, je ne les ai pas vues. Je vois pas les photos. On n'a pas de retour, nous, mais merci en tout cas. Donc pour rebondir sur ce que tu dis, la remarque qui a été dite dans le chat, le cosplay en groupe, c'est une bonne manière pour se lancer. C'est ça. Parce que voilà, vous êtes nombreux et ça passe le côté un peu intimidant de la chose, quoi. Oui, puis il y a une petite émulation, c'est vrai qu'on se motive ensemble en disant ah bah ça y est, moi j'ai commencé, du coup ça motive un petit peu les autres et c'est vrai que c'est assez sympa. Moi je sais que la première Japan Expo que j'ai faite, on a vu une famille, donc les parents qui étaient en Mario et Luigi et les enfants étaient pareils en Toad et je sais plus quoi. Et j'ai dit mais c'est formidable parce que ils partagent vraiment quelque chose tous ensemble et c'est vraiment très drôle. Et donc après, la dernière possibilité pour faire son cosplay, c'est de créer de A à Z, ce qui là est un petit peu plus compliqué, ça demande quand même quelques techniques. Alors j'ai souvenir que les cosplayers qu'on avait reçus nous avaient dit qu'aucun était couturier. Je pense que quand même ça aide un petit peu d'avoir quelques techniques. Moi je sais que notamment j'ai souvent beaucoup d'idées, que j'ai envie de faire beaucoup de choses. Donc j'ai fait quelques croquis. Donc là notamment par exemple un croquis de Papillusion. J'en ai un d'Aquali aussi, alors que Aquali j'ai réalisé. Donc une version humanisée du coup, voilà, des exactement. Et voilà, j'imagine toujours très bien. Et au moment de la réalisation, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Donc j'ai l'avantage d'avoir une mamie couturière et ça m'aide beaucoup. Mais voilà, c'est vrai que ça permet quand même des fois de se lancer des petits défis et de se dire ah bah allez, je vais essayer. Et puis au fur et à mesure d'apprendre et petit à petit de créer son propre cosplay entièrement. Alors par contre, il faut savoir que c'est quelque chose qui a un coût. Parce que ça reste quand même du tissu, de la mousse, des matières à acheter. Donc pour, on va dire, un cosplay moyen, entre un petit et un moyen cosplay, il faut compter à peu près 100 €. Si vraiment vous achetez déjà pas mal de matériel. Pour du cosplay de convention, défilé, style concours, il faut déjà tabler plus sur du 1 000 €, voire plus. Donc il faut être prêt à débourser un petit peu. Oui, surtout, il faut aussi peut-être des machines, des outils pour fabriquer ces trucs-là. Il faut une bonne machine à coudre, il faut de la colle technique. C'est un investissement. Exactement. Une maman qui fait de la couture. Voilà. Après, il faut piocher dans les compétences alentour. Et le cosplay, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez vaste parce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que tout le monde peut faire du cosplay? Est-ce que, par exemple, moi, je pourrais faire un cosplay de Mulan? Mulan, c'est une personne qui est asiatique. Est-ce que moi, en tant qu'Européenne, je peux faire ce personnage-là? Je pense que oui, parce que tant que c'est un personnage qui nous plaît, il ne faut pas se limiter à l'apparence. Et il y a de plus en plus de choses qui se sont un petit peu développées, notamment le crossplay. Donc, je ne sais pas si vous connaissez dans le public. Le crossplay, le but du jeu, en fait, c'est la fusion. Voilà, de cosplayer, en tant que fille, par exemple, un personnage masculin, et inversement. Donc, de féminiser un personnage masculin ou inversement. Même mélanger deux personnages totalement différents. Et c'est vrai qu'en convention, on voit beaucoup de le-fille, ce qui est assez sympa, je trouve. Donc, ça permet de se dire, en fait, c'est ce personnage-là que j'aime. C'est pas parce que c'est un garçon que je vais m'arrêter et pas faire le cosplay. On a le cas ce soir, parce qu'on a une jeune fille habillée en Tanjiro. Exactement. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas se limiter, il faut vraiment se faire plaisir. C'est un petit peu le but du jeu, du cosplay en quelque sorte. Et est-ce que tu sais s'il y a des différences entre les pays en termes de pratique? Alors, par exemple, le Japon, la France, est-ce qu'on fait du cosplay différent? Alors, je ne sais pas si on le fait différemment, je pense qu'on ne l'utilise pas de la même façon. En France et aux États-Unis, on fait souvent du cosplay pour des concours ou pour des conventions, vraiment des gros événements. Au Japon, il n'existe quasiment aucun concours. Il n'y en a qu'un seul qui existe. Bon? Oui, alors j'ai perdu le nom.
Mais il y a un seul concours et qui est autorisé et qui reprend effectivement, chaque pays envoie 2 cosplayers qui ont été castés en quelque sorte, il y a eu des concours qui ont été faits, et après ils sont représentés à ce concours-là. Et de mémoire, en 2017, je crois que les Français ont gagné un des prix avec des cosplays de Clamp. Okay. Et après, le Japon, lui, est un petit peu différent. Parce que nous, autant on le fait en convention. Le Japon, si vous promenez, à mon avis, dans certains quartiers, vous êtes sûr de croiser des gens cosplayés à n'importe quel moment de la journée. Donc je pense que c'est plus une coutume chez eux qu'un événement chez nous. Il y a le côté, oui, il y a certaines personnes qui sont très axées sur l'apparence et qui travaillent des looks de manière assez poussée. Et du coup, ça va quasiment sur du cosplay. C'est pas forcément des personnages qui font. C'est juste des tenues, en fait, extrêmement excentriques. En fait. Exactement, oui, le cosplay, c'est un petit peu étendu. C'est vrai qu'on verra quelqu'un en tenue de servante ou de maid dans les cafés. Ça fait tout de suite un petit peu cosplay, même si c'est pas représenter un personnage existant. Et donc, toi, tu cosplays depuis quand exactement? Depuis quand? C'est une bonne question. Quand est-ce que j'ai fait ma première Japan Expo? Donc, c'était sur Flora, c'était mon premier cosplay. Et je dirais peut-être mes 18 ans. D'accord. Donc il y a 35 ans. Donc. Il y a une question? Alors, nous, encore une petite info de quelqu'un qui visiblement doit faire tous les tours des conventions et des lieux de cosplay. Au Auxerre Galactic Day, donc c'est quelqu'un qui bouge quand même, Faba avait transformé les vélos de ses 2 enfants en speeders de Star Wars et avec de la récup de carton. La débrouille, c'est une des clés. C'est ça, le recyclage, détourner des choses, des objets, des vêtements pour faire des trucs tout à fait. qui marchent. C'est vrai qu'on en a vu en convention qui était malheureusement en fauteuil roulant parce qu'il s'était blessé sur le moment. Et plutôt de se dire, je vais pas faire mon cosplay, avaient habillé tout leur fauteuil roulant. Et là, on se dit, mais c'est vraiment génial. Donc, faut pas hésiter à bidouiller avec du carton, notamment le marteau qu'on voit, je sais pas si on le voit sur la table. Hop, je vous l'attrape. Donc ça, c'est pour un cosplay en cours, on va dire, en cours de travail. Voilà. C'était surtout pour le Halloween du coup, l'année dernière pour la bibliothèque. Moi, j'adore me déguiser, pour le coup. Donc, on s'était dit, tiens, Harley Quinn, et, voilà, un bout de carton, un essuie-tout, et puis on a fait un peu de peinture et un marteau. C'est ça. Donc, comme quoi, avec pas grand-chose, des fois, on peut essayer... Et après, le reste venait de ton placard, c'est ça? C'est ça, exactement. Si vous allez sur l'Instagram, vous verrez les photos, je crois. Oui, elle doit exister, exactement. L'Instagram des médiathèques. Là, c'est pas un cosplay ressemblant. Si on le voit, on peut pas forcément se dire « Ah, c'est Harley Quinn ». C'est vrai que ça y fait penser, mais c'est pas... Oui, on va dire c'est le code vestimentaire du personnage, le code couleur. C'est du rouge, c'est du noir, le maquillage après. Voilà. Mais c'est pas 100% fidèle en tout cas. Oui, après, voilà, il y a une part d'interprétation... C'est une part tout à fait possible dans le cosplay, effectivement, de se dire je suis pas obligée de respecter à 100% le personnage. Moi, je sais que mon personnage préféré, c'est Ariel de La Petite Sirène. Et se cosplayer en petite sirène, c'est quand même loin d'être évident. Donc moi, j'en ai déjà vu, effectivement, qui avait imaginé des robes, qui avait imaginé des choses. Donc tout de suite, on est plus dans la réinterprétation. La petite sirène n'a pas de jambes, du coup, c'est compliqué. C'est un peu plus compliqué. Donc voilà, faut pas hésiter, je pense, des fois, à s'éloigner peut-être un petit peu il y a une part maintenant, je pense, avant, c'est peut-être très axé fidélité. Aujourd'hui, il y a une part de réinterprétation. On va faire une version streetwear d'une princesse ou que sais-je. Exactement. Il y a une photo, je crois, sur... je sais pas si elle est disponible, mais par exemple, Box of Heroes, je crois, a fait ou c'est Eliania Frost, je sais plus. Un cosplayer qui a fait un cosplay de Link, donc de l'univers de Zelda, sous forme de skater. Et là, on se dit, mais ça va pas du tout ensemble. Et en fait, ça rend quand même plutôt pas mal. Et c'est souvent qu'on croisera, par exemple, des Power Rangers croisés avec Sailor Moon ou des choses on se dirait, mais pourquoi les mettre ensemble? Oui, j'ai vu Dark Vador et Hello Kitty une fois. Voilà, c'est ça. Photo. Donc, comme quoi, on n'est pas obligé de s'arrêter. Oui, Deadpool, effectivement. Vite fait en rose, ça arrive. Donc, c'est vrai que c'est assez sympa. Et du coup, pour revenir à toi, tu as fait combien de cosplays à peu près? Abouti ou non abouti? Que tu as porté? Alors, j'ai fait Flora. En Pokémon, j'ai fait Aquali et Articodin. J'ai fait Link et j'ai fait du coup un steampunk. Et bon, après, j'ai une robe de princesse, mais là, ça sort un petit peu. Jinx, et j'ai essayé Jinx l'année dernière.
Bon, faudrait que je retravaille dessus parce que la matière que j'ai achetée, notamment pour le haut, est pas du tout confortable et pas assez souple, donc faudrait que je retravaille le haut. Et la perruque n'a pas été un grand succès. Le gros défaut que moi j'ai pour le cosplay, c'est que je ne veux pas porter de lentilles. Et que déjà j'ai des lunettes et qu'il n'y a pas beaucoup de personnages qui ont des lunettes, donc déjà c'est un peu compliqué. Et que j'ai beaucoup de mal avec les perruques. Donc ça limite un petit peu aussi au niveau des personnages. Faut aller sur une teinture sinon quoi. Voilà, mais j'aurai jamais la longueur pour Jinx. Donc, c'est vrai qu'elle a les cheveux très longs. Donc après voilà, c'est à travailler, c'est des petites habitudes à prendre aussi. Voilà, pour l'instant moi c'est des choses auxquelles j'ai du mal. Et ton prochain cosplay du coup, parce que tu parles de Japan Expo l'année prochaine? Du coup alors je sais pas si c'est vraiment du Disney puisqu'il y a toute une polémique en disant que ce n'est pas une princesse Disney. C'est pas du Disney. Je pense que Disney l'a racheté depuis. Du coup ce serait Anastasia. Donc, dans la robe du premier bal, dans la chanson Le 3 décembre. La média robe du coup. Alors pas la grande robe de fin, juste la petite robe au milieu du film. Parce qu'il faut quand même que je puisse me déplacer et que ce soit facile à porter. Oui, que tu puisses t'asseoir tout simplement. Voilà, exactement. On a aussi eu une réflexion d'une personne sur le chat qui est dans les médiathèques bientôt un rendez-vous cosplay, quelque chose. On nous pose la question aussi. On y travaille, exactement. Non, je redis la question au cas où on n'entend pas entendu. Oui, on nous demande si on prévoit de faire un rendez-vous cosplay dans nos médiathèques. C'est en cours de réflexion, effectivement, pour la médiathèque de Bourg-les-Valences. On envisage de faire une grosse animation autour du cosplay. Donc voilà, affaire à suivre. N'hésitez pas à guetter les informations. On partirait plutôt sur de la fin de l'année. Mais voilà, c'est en élaboration. Donc peut-être Anastasia sera prête à ça. On ne sait jamais. C'est pas très effectivement Japon, mais c'est du cosplay quand même. Faire le Père Noël, hein. Oui, aussi. Oui, le Père Noël. Pour le final Mangabor chaque année. C'est ça, oui. Moi, dès que j'ai un peu l'occasion de me cosplayer ou de me déguiser... Et il y avait une réflexion comme quoi le jour du final Mangabor, il y avait de beaux cosplayers aussi. Voilà. Oui, on a eu de la chance. Voilà, qu'on retrouve, je crois, et vous étiez là, c'est ça, pour le... Voilà, on a eu quelques personnes qui sont revenues aujourd'hui. Bien. Alors on nous fait signe que c'est bientôt fini. Je vais faire juste un dernier petit point sur le cosplay qui est assez important. C'est le cosplay is not consent qui a fait un petit peu, qui prend de l'ampleur en ce moment. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est le fait que, en fait, en convention, il y a beaucoup de gens cosplayés, mais ça ne veut pas dire que tout est permis envers ces personnes. C'est pas parce qu'ils sont en cosplay que vous avez le droit de les prendre en photo à leur insu, que vous avez le droit de les toucher sans leur avoir demandé. Moi, je sais que pour ma première Japan Expo, j'ai beaucoup de mal à aller vers les gens. Donc, effectivement, je faisais des photos un petit peu en « Ah, quelqu'un pose » ou « Hop, je voyais que... » Et ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter, parce que ne serait-ce que pour la personne, elle n'a pas envie d'être prise en photo en train de manger ou dans un moment où elle n'est pas forcément dans son personnage. Faut qu'elle soit prête. Donc c'est quelque chose qui est assez important maintenant, c'est quand même de prendre le temps de demander à la personne si elle veut bien être prise en photo, si on peut lui faire un câlin si elle a envie, et si on peut toucher son cosplay, parce que souvent c'est très fragile, donc il vaut mieux faire attention à tout ça. Surtout il y a des gens qui se permettent des choses qui ne devraient pas pouvoir faire ça. C'est ça exactement. Moi je l'ai vu pour mon frère qui avait fait un cosplay de noob. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais le personnage a un sceptre avec une boule au bout. Et il y a quelqu'un qui s'est pointé derrière et qui a dessiné sur l'arme de mon frère. Et là, je me dis, mais en fait, non, ça ne devrait pas être autorisé. Donc lui, il s'est cru que c'était tout permis, alors que non. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important maintenant à prendre en compte en convention. Très bien, merci pour ce message. Mathilde. Du coup, on va finir. C'est ça, c'est la fin de cette émission. Voilà, on avait beaucoup de choses à dire. Cette émission, merci, on va tous se rassembler. Venez, Jérémy est parti pour faire la fin du... Mais voilà, donc merci à tout le monde en tout cas d'être venu, aux modérateurs, à la technique, au public qui a fait l'effort de se déplacer, à l'IND qui nous a accueillis pour cette émission. Et puis à vous qui nous avez suivis et qui êtes toujours fidèles sur le Twitch. Et on se dit en japonais, vous savez comment dire au revoir. On se dit au revoir. On va tous le dire en même temps. C'est la question finale. 1, 2, 3, 1. sayonara. Merci. Voilà.